Je propose qu'on ouvre cette réunion sans prendre trop de retard. Mais bonjour à tous, je me présente, Hélène Herzog-Stasi. Je vais avoir le plaisir d'animer cette réunion qui se déroule à la fois en présentiel et en ligne sur Zoom. Et je crois qu'on a un certain nombre de participants qui nous suivent en ligne aujourd'hui. La personne responsable de la sécurité de l'Adréal m'a demandé de vous rappeler au préalable quelques consignes. En cas de problème, la sortie d'urgence se fait par le fond de la salle. Toutefois, à la fin de la réunion, je vous inviterai à sortir de ce côté-là. Et on m'a demandé également de vous indiquer que des sanitaires sont à votre disposition si vous sortez au fond de la salle et tout de suite sur votre droite. Voilà, cela est fait et bien fait. Alors, comme vous le savez tous, lundi dernier, 14 mars, le Premier ministre a annoncé la décision de la ministre de la Transition écologique de poursuivre les projets de parcs éoliens flottants en Méditerranée et évidemment de poursuivre également leur raccordement. Alors le gouvernement a précisé, a indiqué les zones retenues à la fois pour engager la suite des études et pour engager également les démarches administratives. Et nous sommes réunis ce soir pour 3 raisons. D'une part, vous présenter, vous expliciter la décision de l'État. Naturellement, pour vous présenter en détail les zones retenues pour les 2 parcs d'éoliennes flottantes. Et puis, chose tout à fait importante, pour vous exposer également la manière dont ont été prises en compte les recommandations du débat public qui s'est tenu précédemment. Débat public qui était organisé, vous le savez, par la Commission nationale du débat public, présidée par Chantal Jouanneau, et à travers une commission particulière du débat public présidée par M. Étienne Balland. Et je salue d'ailleurs Mme Jouanneau, M. Balland. Mme Jouanneau est présente en ligne ou va nous rejoindre dans quelques instants. Il sera présent au cours de notre réunion. Et M. Balland, président de la CPDP, est présent avec nous ce soir. Permettez-moi également de vous présenter les intervenants de notre rencontre, en commençant par vous, au centre, M. Nicolas Closset. Nicolas Closset, vous êtes sous-directeur du système électrique et des énergies renouvelables à la DGEC, la Direction générale de l'énergie et du climat. À votre droite, Frédéric Autric, directeur de projet éolien flottant à l'Adréal Occitanie. Je pense que vous connaissez tous ces interlocuteurs. Et puis, sur la gauche, à l'extrémité de notre tribune, Jean-Philippe Bonnet, qui est délégué régional de RTE. Pour mémoire, RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Alors, comment notre réunion va se dérouler ce soir? On est ensemble pour 2 heures et nous allons découper notre réunion en 3 parties qui, évidemment, chacune seront entrecoupées de temps d'échange, à la fois pour les personnes présentes dans la salle et en ligne. Première partie de notre réunion jusqu'aux environs de 17h50. On va donc vous revenir sur la décision du gouvernement et la présentation des zones retenues. Deuxième partie de notre réunion, on reviendra cette fois sur les recommandations et la manière dont l'État et RTE ont tenu compte des recommandations du débat public et quelles réponses ils y ont apportées. Et puis une dernière partie un peu plus courte où nous aborderons la suite du projet. Et donc, je vous inviterai évidemment à chaque fois à intervenir. Et pour les personnes en ligne, évidemment, de nous indiquer aussi. J'ai un collègue qui suit plus particulièrement les demandes de prise de parole en ligne et qui pourront intervenir. Voilà pour la présentation de notre réunion. Ce que je vous propose, c'est que l'on commence tout de suite avec vous, Monsieur Autric, Monsieur Closset, pour revenir donc sur la décision du gouvernement, nous expliciter cette décision de façon bien détaillée. Monsieur Closset, la parole est à vous. Bonjour à tous. Merci. C'est bon. A priori, ça marche. Donc effectivement, je vais vous représenter assez rapidement et sans doute beaucoup moins bien que ce qu'a fait le Premier ministre lundi sur la décision qui a été prise par la ministre de la Transition écologique sur la poursuite des 2 projets qui ont fait l'objet d'un débat public depuis l'été dernier. Alors, tout d'abord, en vous rappelant rapidement les principaux constats qu'on a retenus et qui avaient été exposés à la fin de l'année dernière par la commission particulière du débat public
sur, d'une part, un constat relativement unanime de la part de l'ensemble des participants sur le besoin d'une action rapide en faveur du changement climatique, tout en préservant évidemment, notamment dans le contexte méditerranéen, les enjeux environnementaux. L'opportunité du projet était essentiellement partagée également par un grand nombre de participants au débat public, en mettant toutefois évidemment en avant un certain nombre d'enjeux qu'il fallait évidemment prendre en compte pour la bonne réalisation de ce projet, des enjeux paysagers, des enjeux environnementaux évidemment, pour rejoindre le premier point, et également des enjeux économiques. Et beaucoup de questions ont été soulevées lors du débat également sur la bonne articulation avec les fermes pilotes. Donc il y a 3 fermes pilotes qui sont concernées pour l'arc méditerranéen, et je reviendrai juste après, et le fait de pouvoir bénéficier d'un bon retour d'expérience pour les fermes commerciales qui faisaient l'objet du présent débat. Ce qui a permis de confirmer en tout cas la volonté de l'État, d'une part évidemment de répondre à l'urgence climatique dans l'optique de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de diversifier notre mix électrique en augmentant la part d'éolien en mer dans celui-ci, et ensuite de conserver, pour ce qui concerne spécifiquement l'éolien flottant, l'avance qu'il y a aujourd'hui en France en permettant d'assurer un cadre stable pour son développement. Donc sur la question, et j'espère que vous pouvez bien voir, y compris pour ceux qui sont à distance, la bonne articulation qu'il doit y avoir entre les fermes pilotes et comment on pourra capitaliser l'ensemble des informations et des retours d'expérience qui seront réalisés pour la bonne élaboration des 2 projets commerciaux. Donc effectivement, il y a eu quelques retards sur la mise en service de ces fermes pilotes. Il est aujourd'hui prévu pour les 3 qui seront sur la Méditerranée, des mises en service entre fin 2023 et fin 2024. Quand on met en perspective ce calendrier de mise en service par rapport au calendrier des 2 fermes commerciales, on peut voir qu'il y aura un certain nombre d'étapes au cours desquelles on pourra bénéficier des retours d'expérience, à la fois sur le fonctionnement de ces fermes pilotes et également sur les suivis environnementaux et de fonctionnement au-delà de leur mise en service. En effet, sur les prochaines étapes, celle qui va débuter très prochainement sera l'étape de la mise en concurrence, de la préparation des offres et de la désignation des lauréats pour les fermes commerciales. Un calendrier qui va s'étaler sur 2022 et qui devrait conduire à la désignation du lauréat début 2023. Ensuite, les lauréats de ces 2 fermes commerciales auront un ensemble d'études à mener, d'études d'impact, de dépôt de dossiers d'autorisation. Ils devront ensuite être autorisés. Il y aura ensuite une enquête publique. Ensuite, une fois que ces parcs auront obtenu leurs autorisations avec, le cas échéant, un certain nombre de mesures relatives à l'environnement, il y aura la phase de travaux et de suivi, et ensuite la mise en service et l'exploitation. Donc on arrive sur une échéance qui d'ailleurs peut paraître relativement lointaine, aux alentours de 2029, 2030, 2031 pour la mise en service, ce qui veut dire qu'à chaque étape, à la fois lors de l'élaboration des dossiers d'autorisation, lors de l'autorisation puis lors des travaux, ils pourront largement bénéficier de ce qui aura été observé pour l'élaboration des fermes pilotes, dont toutes ces étapes auront été réalisées à minima avant 2024. En parallèle, il y a un certain nombre d'études qui ont déjà été lancées et qui seront poursuivies. Et donc, notamment, la principale, c'est une étude télémétrique qui vise à étudier l'avifaune migratrice sur l'ensemble du golfe du Lion, donc l'étude Migralion, qui a été lancée en fin d'année dernière et qui doit durer 3 ans, et à laquelle participent également les régions. Et on a lancé également, depuis le début du débat public, on a récupéré un certain nombre d'études qui étaient déjà existantes pour compiler l'état actuel de l'environnement, et ce sera poursuivi par un certain nombre d'études également sur site qui sont réalisées par l'État. D'un point de vue très formel, la réponse de la maîtrise d'ouvrage prendra la forme de 2 actes. Une décision qui sera publiée au journal officiel et dont je vais vous présenter les principaux éléments, et un rapport plus complet qui vise à répondre à l'ensemble des recommandations et des remarques qui ont été formulées par le public et qui figurent dans le rapport établi par la commission particulière du débat public à la fin de l'année dernière. Alors, sur les principaux éléments qui figurent dans la décision, donc la décision a été prise de poursuivre l'élaboration de ces 2 parcs. Et en revanche, on a 3 zones qui ont été identifiées. Donc, le premier parc sera situé dans la zone 1, donc qui est en face de la côte narbonnaise et de Port-la-Nouvelle, avec le raccordement qui sera étudié dans la zone qui figure ici en jaune. Et ensuite, il y a 2 zones qui ont été identifiées pour l'implantation du second parc. La zone 2 qui était au sein de la zone D pour le débat public, et la zone 3 qui est
plus au sud qui était dans la zone A, avec une zone préférentielle qui est identifiée, qui est celle-ci, et qui est toutefois soumise évidemment au regard des études qui sont encore en cours et dont un certain nombre de résultats vont tomber dans les prochains mois et les prochaines années. Si jamais il n'était pas possible effectivement de faire ce parc en zone 2, on irait plutôt sur la zone 3. Donc la décision a été prise à partir du moment où on a choisi de poursuivre ces parcs. D'un point de vue formel, on va lancer la procédure de mise en concurrence, donc avec un lancement qui sera effectif dans les tout prochains jours, probablement en début de semaine prochaine. Et donc, comme cela avait été annoncé dans le débat public, ces 2 premiers parcs de 250 MW ont vocation à être complétés ultérieurement, chacun par une extension de 500 MW. Et donc, pour les raccordements, on aura des raccordements qui permettront déjà de mutualiser dans cette vision d'avoir un parc de 250 MW plus un parc de 500 MW. Et vous avez les zones d'études en mer et à terre pour les raccordements et pour les projets qui figurent sur la carte. Et je vais passer maintenant la parole à Frédéric. Et vous avez d'ailleurs cette carte pour les personnes qui seraient peut-être un peu loin, un peu au fond de la salle, cette carte qui est reproduite également sur le panneau latéral. Monsieur Autric, je m'étais adressé à vous prématurément, oui, mais parce qu'on est quand même impatient de savoir en tous les cas quelle est la méthode qui a été suivie pour identifier ces zones, les retenir, quels sont les critères qui ont été appliqués, monsieur Autric. Oui, merci. Écoutez, pour justement identifier les zones qui ont été retenues, nous avons fait un travail en 2 temps finalement. Un premier travail qui a été de superposer les cartes produites par le public à l'occasion du débat, lors des ateliers cartographiques qui ont été conduits par la Commission, afin de compléter l'exercice qui avait été réalisé par la CPDP elle-même dans son rapport. Et puis, bien sûr, on a mené un travail technique assez fin, d'identification des zones les moins impactantes au regard des enjeux prioritaires qui avaient été relevés par le public au cours du débat et notamment aussi dans les cahiers d'acteurs. Plus de 47 cahiers d'acteurs et d'avis ont été produits. Alors sur le premier travail d'atelier cartographique, donc je rappelle que le public avait été invité par la Commission lors de ces ateliers à identifier les zones plus ou moins préférentielles en apposant des couleurs sur les macrozones qui étaient soumises au débat. Donc les macrozones, ce sont les grands espaces que l'on avait dénommés A, B, C, D. Donc le public était invité en vert à faire apparaître les zones qu'il considérait comme les plus favorables, en jaune celles qui étaient les moins défavorables et enfin en rouge celles qui étaient à exclure. Donc on a produit effectivement une carte en utilisant un système d'information géographique, en superposant tout simplement par transparence les 53 cartes individuelles produites par le public pour voir apparaître effectivement des zones qui se détachaient comme étant en tout cas majoritairement favorables, et vous les voyez apparaître ici à l'écran en vert. Alors, in fine, les zones retenues par l'État se recoupent en partie avec ces zones identifiées par le public, avec toutefois quelques différences. Et ces différences, en fait, elles apparaissent à l'analyse technique fine que je vais vous présenter, que nous avons fait des enjeux qui avaient été identifiés par le public et qui nous ont permis de retenir des zones un peu plus étendues, finalement, que sont les zones 1, 2 et 3 que l'on vient de vous présenter. Alors pour ce qui concerne le travail d'analyse cartographique plus fin que nous avons réalisé, qui est donc la deuxième étape que j'évoquais, je rappelle que la zone qui avait été soumise au débat, c'était un espace assez large, on était à plus de 3000 km² d'espace en mer, sachant qu'on avait demandé au niveau du débat public d'identifier au moins 3 zones préférentielles, avec une qui serait au moins une en Occitanie et au moins une en PACA. Et dans le cadre du débat, on avait demandé à ce que les superficies recherchées pour le premier parc de 250 MW soient entre 100 et 200 km², alors que, in fine, le besoin pour l'implantation de ce projet de 250 MW, c'était 50 km² d'espace. Et puis, pour les extensions, on était sur des volumes 2 fois plus importants. Donc, l'exercice cartographique que nous avons mené, c'est de trouver des zones de l'ordre de 300 km² qui permettent d'accueillir un parc et son extension. Et on comprend que cet espace de 300 km² est 2 fois plus important que le besoin réel qui sera occupé donc par ces projets. Alors pour faire ce travail, on a donc, comme je l'ai dit, identifié un certain nombre d'enjeux qui avaient été mis en avant par le public au sens large. Donc des enjeux environnementaux, que vous voyez apparaître ici, et puis des enjeux d'usage, la pêche, le transport maritime, des enjeux plus larges comme le paysage et les enjeux littoraux, et puis des enjeux techniques, que ce soit le sol, le raccordement pour RTE, et puis évidemment le vent, puisqu'il s'agit d'un projet d'éolienne. Donc je me propose maintenant de reprendre point par point ces différents éléments,
et de mobiliser les cartes que nous avions utilisées dans le cadre du débat, en tout cas produit au sein de ce qu'on avait appelé un atlas cartographique. Alors, en premier lieu, sur la dimension avifaune, donc les oiseaux, notamment les oiseaux marins, nous avons donc cherché à éviter les zones les plus importantes en matière de protection, donc ce qu'on appelle les zones de protection spéciale du réseau Natura 2000, que vous voyez apparaître ici avec un liseré rouge, donc qui concerne à la fois la zone D et le sud de la macrozone A. Nous avons ensuite utilisé les cartes que nous avions produites dans le cadre de l'étude environnementale bibliographique. Donc, concernant les oiseaux marins, nous avons effectivement utilisé ces cartes de risque d'effet. Donc, je rappelle, le risque d'effet, c'est le risque que le projet puisse avoir un impact, enfin un effet en tout cas sur l'enjeu considéré. Donc là, vous avez une première carte qui fait apparaître les risques d'effet pour les oiseaux marins, toute espèce et toute saison, avec pour nous 3 espaces qui apparaissaient comme étant à éviter en priorité. On en voit 2 apparaître en macrozone B et 1 en macrozone D. Et là, on était sur effectivement toutes les espèces d'oiseaux. Et puis, on s'est dit, mais finalement, dans ces espèces d'oiseaux, on a des goélands qui sont très nombreux, mais qui ne sont pas une espèce protégée. Et donc, on va faire un focus plus fin sur les oiseaux d'intérêt communautaire. Et donc, quand on a observé, c'est la carte que vous voyez apparaître à l'écran, les oiseaux d'intérêt communautaire, en enlevant finalement les goélands, eh bien, on observe que toutes ces zones à éviter sont un peu moins importantes en macrozone B que la carte précédente, et on retrouve à peu près les mêmes espaces sur la macrozone D. Donc, il s'agissait pour nous d'éviter ces zones-là. Ensuite, on s'est intéressé donc aux mammifères marins. Et là, on est parti du raisonnement suivant. Pour le parc, donc pour la construction des parcs, ces travaux seront réalisés principalement en été, et la sensibilité des mammifères est celle qui est corrélative à ces travaux. Donc, on a regardé dans les cartes que nous avions produites quels étaient les risques d'effet pour les cétacés en été, puisque c'est la période à laquelle devraient se dérouler les travaux des parcs. Et donc, on voit ici apparaître à l'écran des zones qu'il faudrait éviter par rapport au risque d'effet sur les cétacés en été, qui sont, on le voit à l'écran, en dehors des macrozones, donc il n'y avait pas de difficulté sur cette dimension. Et puis après, on a regardé également le grand dauphin, qui est une espèce importante en Méditerranée, et là encore, on a effectivement des espaces à risque d'effet important qui sont en dehors des macrozones. Je continue avec le dernier compartiment, qui était le compartiment des frayères et nourriceries. Donc, en mobilisant nos cartes de risque d'effet, là, on s'est aperçu qu'on avait finalement un risque d'effet assez similaire entre les différentes macrozones, et qui n'était pas de nature à discriminer les espaces entre eux. On s'est aperçu que, pour ce qui concerne les nourriceries, qui est la carte qui se situe à droite, la zone A paraissait, en tout cas, contenir un risque d'effet le plus important, mais en contrepartie, c'était une zone qui présentait le plus fort taux d'incertitude sur les données que nous avions mobilisées. Et donc, sur cette dimension frayère-nourricerie, nous n'avons pas identifié de zone qui soit à discriminer entre elles. Ensuite, une fois qu'on a regardé l'environnement, on s'est attaché donc aux usages. Donc, concernant la pêche, nous avons mobilisé l'étude que nous avons conduite sur la base des données de l'IFREMER, complétée par les données des organisations professionnelles avec l'étude dite RICEP. Et puis donc nous avons observé quelles étaient les zones qui concentraient, j'allais dire, une valeur économique au niveau de la pêche importante, donc supérieure à 80 000 € par maille. Et donc c'est les espaces avec un liseré rouge qui sont pour nous en tout cas des espaces à éviter en matière de valeur économique pour les enjeux pêche cartographiés dans l'étude que nous avons conduite. Alors je rappelle que l'étude que nous avions conduite concernait effectivement les navires dont on pouvait récupérer des données spatialisées, c'est-à-dire des navires supérieurs à 12 mètres, et donc qui étaient suffisamment robustes pour qualifier notamment la pêche chalutière, puisque les navires dépassent 12 mètres, et puis également des activités type pêche à la palangre. On s'est attaché ensuite à regarder les aspects littoraux et paysagers. Donc là, sur ces éléments-là, il nous a paru important d'éviter les zones de proximité, des eaux territoriales, c'est-à-dire dans les 12 nautiques, donc à plus de 22 km des côtes, donc, et éviter d'être trop près. Donc se situer à plus de 22 km des côtes, dans la mesure où ces espaces, ce sont des espaces d'usage importants, à la fois pour la pêche côtière et la plaisance, et puis évidemment, c'est là où on retrouve de gros enjeux de biodiversité et de paysage, comme on a pu le voir pour le premier point tout à l'heure. Donc aller au-delà des 12 nautiques, et donc 22 km. Ensuite, on a observé le transport maritime. Donc, sur la base des données trafic maritime hors pêche, on a évité une implantation sur les axes maritimes les plus fréquentés, donc notamment l'axe 7 Espagne, que vous voyez ici
apparaître dans cette verticalité. Et puis également l'axe 7 Bonifacio qui se situe là. Et enfin, il y avait un élément très important qu'on a pris en compte, c'est la zone d'attente donc au grand port maritime de Marseille-Fos, pour laquelle effectivement il était fondamental de ne pas avoir de risque de dérive de navires en cas de blackout qui viendraient se confronter aux éoliennes. Donc on a prévu un espace tampon que vous avez sans doute discerné, mais on pourra y revenir sur la macrozone D pour éviter une implantation trop proche dans ces premiers appels d'offres. Ensuite, on a observé donc, les problématiques d'ancrage, donc de sol marin. Donc là, sur cette dimension-là, on a souhaité éviter les zones qui sont connues, en tout cas à ce stade, comme étant des zones présentant des structures géomorphologiques particulières de dunes mobiles. Et donc ça concerne principalement la macrozone A. On voit ici les deux liserés rouges, où, en tout cas dans ces espaces, on a identifié ces structures qui sont très changeantes et qui, évidemment, sont problématiques en cas de mise à nu des ancrages, des flotteurs, des éoliennes. Et puis, je terminerai sur ce point avant de passer la parole à Jean-Philippe pour la partie raccordement. On a regardé la zone de vent. Et donc, pour nous, effectivement, il était important de se situer sur des zones ventées, donc d'éviter les zones relativement les moins ventées, qui apparaissent avec le liseré noir, donc plutôt éviter les zones au nord de B et au nord de C. Et puis également prévoir un espace tampon de l'ordre de 7,5 km par rapport aux fermes pilotes en cours de développement. Je rappelle qu'on a donc une ferme pilote ici, qui est la ferme EFGL, la ferme Eolmed à cet endroit, et enfin la ferme PGL ici. Donc l'idée, c'est d'avoir un parc commercial qui soit suffisamment éloigné pour éviter des effets de sillage et j'allais dire de perturbation d'un parc par rapport à un autre. Merci, Monsieur Autric. Alors en effet, Monsieur Bonnet, pour RTE, quelle a été la méthode suivie ? Oui, dernière carte, je pense, de cette grande série. Donc RTE est l'opérateur public en charge de l'exploitation du réseau de transport à terre comme en mer et qui sera en charge de collecter l'électricité produite en mer pour la ramener à terre. Et ça se fera par la pose de câbles sous-marins puis souterrains exploités en courant alternatif, puisque c'est la nature du courant qui est utilisée à terre et qui permet de distribuer l'électricité jusque chez vous. Alors, l'inconvénient de ces câbles, c'est que sur des grandes longueurs, ils produisent de l'énergie réactive qui s'oppose à l'énergie active, qui est celle qu'on cherche justement à pouvoir ramener à terre. Et donc, on a identifié qu'au-delà de 50-60 km, on devrait compenser cette énergie réactive sur nos câbles dès l'arrivée à terre, ou en tout cas assez proche du littoral. Alors c'est une question qui, vous le voyez sur la carte, ne se pose pas vraiment ni pour les zones A ou D, qui sont finalement à moins de 50-60 km du littoral, ou pour la zone D, dans lesquelles on a des infrastructures électriques existantes proches du littoral qui permettraient d'héberger de la compensation. Par contre, c'est une problématique qui apparaît pour les zones B et C, avec, dans les deux cas, un littoral très touristique sur lequel on pressent que l'impact d'une installation de compensation serait existant, effectivement. Donc, dans ce cadre-là, du point de vue des enjeux de raccordement, il est préférable d'éviter d'aller trop loin sur les zones B et C. Ce sont les zones orange ou rouge que vous voyez figurer sur cette carte. Voilà, j'espère que vous voyez bien tous, effectivement, les zones A, B, C, D. Je pense que vous les connaissez évidemment relativement bien. Première partie de la réunion, première séquence d'échange. Avez-vous, on peut se donner un quart d'heure, 20 minutes si vous le souhaitez, des questions à poser. Je vais peut-être me tourner tout de suite vers mon collègue qui suit la réunion en ligne. Il n'y a pas de demande d'intervention pour l'instant, Luc, ou si ? Allez, commençons par les demandes d'intervention en ligne et puis ensuite, je vous donne la parole dans la salle. Je comprends que j'ai la parole. Bonjour, Bruno Latsous, collectif régional Toutes nos énergies Occitanie Environnement. Indépendamment des recommandations de la CNDP sur la suite éventuelle du processus, là, elles seront peut-être abordées après. J'aimerais savoir effectivement si elles seront ou non suivies dans leurs modalités les plus précises telles qu'elles avaient été définies dans le compte-rendu de la CPDP. Indépendamment de cela, j'observe tout de même que l'essentiel des observations du public n'ont finalement pas été entendues. C'est quand même très fâcheux. Pour une fois que dans ce pays, on était dans une région où il y avait
un accord, en tout cas pas de désaccord formel de la part du public, même 10 000 personnes à peu près, qui se sont exprimées, presque toutes dans le même sens, de la part du milieu associatif, notamment celui de protection de l'environnement. Il y avait donc il n'y avait pas de dissensus fondamental, mais l'émission de conditions qui étaient des conditions de bon sens, et en particulier telles qu'elles sont ressorties des recommandations de la CNDP, en particulier attendre le retour d'expérience sur les 3 fermes pilotes. Alors, je sais bien ce qu'on va nous expliquer tout à l'heure, que finalement, tout ça, ça sera pris en compte dans le courant du processus, etc. Mais moi, et nous, je pense pouvoir dire nous n'y croyons pas moindrement. C'est donc extrêmement fâcheux que finalement, alors que les conditions favorables étaient réunies d'un accord, pourvu qu'on prit le temps d'écouter le public, qu'on prit le temps effectivement de protéger l'environnement, l'une des 3 conditions qui ont été mises tout à l'heure, et ben voilà, on s'assoit dessus complètement parce qu'on est pris d'une frénésie absolue dans une région dont toute l'électricité est décarbonée, et nous pouvons le prouver. On avait le temps d'attendre, de vérifier qu'effectivement la protection de l'environnement serait assurée. Et là, il n'y a aucune assurance raisonnable. Je me reporte à tout ce qui a été dit dans l'atelier d'experts de la fin octobre sur la biodiversité et sa protection. Aucune assurance raisonnable n'est donnée que l'environnement puisse un jour être protégé. Et Monsieur Latsou. Pourquoi ? Et je vais bientôt achever, madame. Oui, bien sûr, vous avez raison, je ne suis pas le seul, j'en suis conscient. Il faut quand même rappeler qu'on s'assoit là-dessus parce qu'il y a un facteur de charge, soi-disant, de 50%, qui n'est nullement prouvé et qui est absolument invraisemblable. Enfin, les conditions techniques ne sont pas telles, elles ne sont pas prouvées, qu'il fut absolument nécessaire de se précipiter à ce point. Voilà ce que je souhaitais dire. Merci, monsieur. Vous anticipez presque aussi sur la deuxième partie quand même de la réunion, qui nous permettra de revenir sur les réponses qui ont été apportées par rapport à ces 2 zones, aux recommandations de la CPDP faites dans le cadre du débat public. Et on reviendra sur ce sujet de l'environnement. Dans la salle, monsieur, donc effectivement, je vous rappelle de vous présenter, mais c'est ce que vous allez faire, monsieur. Monsieur Darquin, Equinor Océol. Une vraie question pour Monsieur Closset. J'aurais voulu savoir si vous pouviez confirmer que les études environnementales seraient faites en parallèle sur les 3 zones et qu'on n'attendrait pas les résultats de la zone 2 pour les conduire sur la zone 3. Monsieur Closset, vous répondez ? Monsieur Autric ? On y répondra plus tard dans le cadre du déroulé. Donc, on retient votre question. En tous les cas, c'est important. Madame ? Bonjour, Pauline Bertrand, directrice offshore Valeco NBV. Je souhaiterais savoir du coup si l'appel d'offres allait être lancé sur les 3 zones et si oui, à partir de quel moment le choix de la zone allait être fait sur le 2e projet. Est-ce qu'on peut répondre ? Alors, on anticipe certains aspects qui seront peut-être évoqués plus tard, mais là, je pense que c'est important. Alors, en fait, on va lancer un appel d'offres qui concernera 2 zones, dont on connaît effectivement déjà la première et pas encore la deuxième. Et l'objectif, c'est que d'ici la fin du dialogue concurrentiel, donc il y a une période où on échange avec les personnes, les groupements qui auront été présélectionnés. Et à la fin, on leur notifie le cahier des charges. Et là, ils peuvent remettre leurs offres. Et donc, c'est avant qu'on notifie le cahier des charges, on aura défini la 2e zone. Donc, la décision finale sur la 2e zone sera prise en parallèle du dialogue concurrentiel. Bonjour, encore une question pour les données environnementales. Delphine Robineau, directrice France pour la société COP. Il est mentionné au début qu'on pourra avoir bénéficié des suivis et donc des données environnementales des premiers parcs. Est-ce que c'est confirmé qu'elles seront mises à disposition des futurs développeurs ? Merci. Qui répond à madame ? On y répond dans la suite, mais effectivement, enfin, l'objectif était que le maximum de données puisse être mis à disposition de l'ensemble des développeurs. C'est vrai qu'on a découpé la réunion en 3 parties, mais je comprends que vous ayez des questions qui puissent déjà anticiper un certain nombre d'informations qui vont vous être données ensuite. Luc, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention en ligne ? Non, pas pour l'instant. Et dans la salle, donc, on essaie de se concentrer pour l'instant sur la décision et les zones retenues.
Oui, monsieur. Merci. Yann Voiltoire de la Gazette de Montpellier. J'ai juste une question sur le calendrier. Vous avez parlé de 2 parcs de 250 MW qui auront chacun des zones d'extension à 500. C'est quoi le calendrier pour les zones à 500? Monsieur Closset. Alors, le calendrier n'est pas encore complètement défini, mais il y aura quelques années supplémentaires, effectivement, pour après refaire un dialogue concurrentiel pour ces zones-là. Donc, c'est entre 3 et 5 ans plus tard. En ligne, qui souhaite s'exprimer, qui nous suit actuellement sur Zoom. On vous écoute, le temps de réactiver les micros. Oui. Oui, bonjour. J'avais juste une question. Je pense que les postes de raccordement en mer seront les premiers installés avant les premières éoliennes. Ils sont prévus pour quelle date ces postes de raccordement? Et puis, je crois qu'il y a d'autres questions aussi dans la discussion par écrit. Vous pouvez aussi peut-être les relayer. Bien sûr, on s'apprêtait à le faire. Monsieur Bonnet, donc, pour répondre à monsieur. L'objectif, c'est de ne pas dissocier les calendriers, hein, c'est que les postes en mer arrivent effectivement pour pouvoir accueillir les premières éoliennes, mais il ne s'agit pas non plus d'anticiper de plusieurs années la pose des éoliennes. Donc il y aura une coordination avec les lauréats qui seront désignés par l'État. Pour l'instant, RTE travaille aux côtés de l'État dans ces phases amont et travaillera ensuite aux côtés des lauréats pour l'installation des parcs en mer. Monsieur signalait que la messagerie s'active. Luc, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé des commentaires c'est plutôt des commentaires, j'imagine? Des commentaires une question sur les conclusions d'impact sur le Grand Dauphin qui, selon une personne, sont erronées. C'est une espèce côtière très présente dans la zone des 0 à 20 000 de la côte. Et aucune étude sur toutes les saisons n'a été entreprise. Et donc les données saisonnières de l'été sont extrêmement partielles. Les études vont-elles enfin être réalisées sur un terme suffisant en durée? Un autre sujet sur le goéland, qui est bien une espèce protégée par un arrêté ministériel et par ailleurs très vulnérable. Je comprends que vous l'avez exclu, point d'interrogation. Enfin, la question sur les postes de raccordement, en quelle année est-ce prévu? Ça a été dit. On y a répondu. Sur les dauphins, les goélands, est-ce qu'on peut apporter des précisions à la personne qui a fait ce commentaire? Oui, donc par rapport aux mammifères marins, donc l'étude bibliographique environnementale que nous avons conduite a bien concerné toutes les saisons. Hein. Donc d'ailleurs en annexe à l'étude biblio, on a à la fois les risques d'effet en été, les risques d'effet en hiver et puis les risques d'effet toute saison. Dans l'analyse cartographique que nous avons menée, nous sommes partis, comme je l'ai dit, du point de vue que ces espèces étaient sensibles notamment à la phase travaux et que pour les parcs, la phase travaux se déroulerait l'été. C'est pour ça qu'on a utilisé les données relatives à l'été, mais il y a effectivement des données sur ces espèces qui sont celles de l'hiver et qui sont, comme le participant l'a rappelé, tout à fait différentes en termes de contenu. Et puis pour le goéland, effectivement, je me suis sans doute mal exprimé. Je voulais dire que ce n'était pas une espèce d'intérêt communautaire. C'est pour ça qu'on l'avait effectivement enlevé du deuxième jeu de cartes sur les oiseaux marins. Merci. Avez-vous d'autres remarques, questions sur cette première partie de notre réunion? Ou ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne parce que le propos sera ainsi complet et puis on se donnera tout le temps d'échange nécessaire à la fin. Qu'on passe à cette partie de présentation des réponses qui ont été apportées dans le cadre de cette décision aux recommandations faites dans le cadre du débat public par la CPDP. C'est pareil, on l'a découpé un peu de façon thématique pour qu'il y ait une certaine logique. Et Monsieur Autric, je vous propose qu'on commence par les enjeux environnementaux dont on a parlé tout à l'heure et dont la personne qui intervenait en ligne a souhaité évidemment qu'on y insiste. Merci. Comment les avez-vous intégrés, Monsieur Autric, ces enjeux environnementaux, à la fois au niveau des choix des zones d'études et des zones de raccordement? Alors, pour ce qui concerne la prise en compte de l'environnement naturel, donc je vais passer la slide. Prise en compte de l'environnement naturel, c'est bien ça. Donc, comme on l'a vu, on a cherché en tout cas à éviter les zones qui auraient eu le plus fort impact sur l'environnement, sur un certain nombre de compartiments, nous l'avons rappelé. Et donc, les zones retenues permettent d'éviter les enjeux environnementaux les plus importants. Ensuite, comme vous l'avez compris, le choix concernant la localisation du second parc sera fait pendant la procédure de mise en concurrence, comme ça a été rappelé par Nicolas Closset, avec une zone 2 qui a été identifiée comme préférentielle.
et qui permettra de bénéficier des premiers enseignements du programme Migralion et notamment des campagnes post- et prénuptiales 2022 qui seront disponibles en termes d'exploitation de données début 2023. Alors ce choix justement d'attendre ces résultats pour le choix de la zone du second parc permet finalement de concilier à la fois le besoin de ne pas retarder la procédure de mise en concurrence, puisque l'objectif c'est bien de pouvoir attribuer 2 parcs en Méditerranée d'ici l'été 2023, et ça permet également de disposer de plus de temps pour obtenir plus d'informations dans le choix de la seconde zone, et ça c'était une demande qui avait été formulée par le public. Donc pour répondre à monsieur là-dessous, nous avons en tout cas peut-être pas tout décliné par rapport aux attentes du public, mais en tout cas celle-ci l'a été. Vous dire également que par rapport à la question qui nous a été posée sur le champ de ces études environnementales, elles seront lancées sur l'ensemble des zones 1, 2 et 3, et puis également sur une 4e zone dans un second temps qui a été retenue, c'est la zone au sud de C, qui est ici, qu'on n'a pas encore évoquée. Cette zone ayant été retenue dans la décision ministre dans une logique de planification de l'éolien, la zone C étant d'ailleurs une zone assez peu connue en termes de données. Je rappelle qu'on a un certain nombre de données de Transect qui couvrent le golfe du Lion. Dans le cadre de l'étude bibliographique environnementale, nous avons également mobilisé les données des fermes pilotes. Et il se trouve qu'il n'y a pas de ferme pilote en zone C, donc c'est une zone qui est mal connue. Et donc on a souhaité en tout cas retenir une zone supplémentaire pour y conduire des études. Pour revenir sur les zones 1, 2, 3, donc les études environnementales seront conduites sur les zones 1, 2 et 3, indépendamment du choix final qui pourra être fait entre 2 et 3, 2 étant préférentiel. Sur l'observatoire de l'éolien en mer, c'est une question qui nous avait été posée, de savoir est-ce qu'il y aura de nouvelles acquisitions de connaissances. Donc je rappelle que l'observatoire de l'éolien en mer, c'est un observatoire qui avait été annoncé par le Premier ministre à l'été 2021, avec une enveloppe de 50 millions d'euros, disponible sur 3 années, 2022, 2023, 2024, pour l'ensemble de la façade maritime. Et l'observatoire procédera donc à l'identification des nouveaux programmes d'amélioration de la connaissance de l'environnement marin, en lien notamment avec les conseils scientifiques de façade. Donc le conseil scientifique de façade Méditerranée a été sollicité et a rendu un avis avant la fin de l'année dernière sur les champs qui lui paraisseraient importants de pouvoir investiguer. Et puis l'observatoire fera également la synthèse des données existantes, à la fois évidemment sur les différentes façades françaises, mais également des retours d'expérience qui existent sur les parcs dans d'autres mers, de telle sorte qu'ils puissent être rendus accessibles au public et aux parties prenantes. Enfin, je rappellerai, ça a été dit, que ces études environnementales qui seront lancées par l'État et RTE seront des études qui permettront de qualifier l'état initial de l'environnement. Elles seront donc menées sur à peu près 2 années, donc on est vraiment sur du temps long, et elles serviront ensuite aux porteurs de projets, donc les consortiums qui seront désignés, lauréats des appels d'offres et RTE pour la partie raccordement, pour réaliser leurs études d'impact. Et ces études d'impact, comme vous le savez, elles seront soumises à l'avis d'une autorité environnementale avant que les services de l'État n'instruisent les autorisations qui permettront de déployer ces projets dans un futur proche. Je voulais ensuite... Pardon. Oui, est-ce que M. Bonnet, sur les enjeux environnementaux pris en compte dans le cadre des raccordements, est-ce qu'il y a un propos à compléter? Ok. Donc ensuite, nous voulions faire un point sur la prise en compte des attentes du public sur le processus décisionnel. Oui, parce que le débat public a révélé effectivement de fortes attentes du public en termes de poursuite de la concertation, M. Autric. Alors, vous dire évidemment que cette concertation, elle va se poursuivre sur ces projets. On appelle ça une concertation post-débat public, puisqu'elle intervient après le débat public. Elle sera menée par l'État aux côtés d'RTE pour assurer la concertation avec les acteurs de la façade et le public au sens large, sous l'égide d'un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public. Et tout à l'heure, la Commission nous en précisera le contenu. Alors, pour ce qui nous concerne, cette concertation va nous permettre d'affiner les zones dans l'optique de favoriser la préservation de l'environnement et puis la prise en compte des usages. Quand je dis affiner les zones, il faut bien comprendre que les zones qu'on vous a présentées font environ 300 km². Les premiers appels d'offres qui vont être lancés concernent les 2 premiers parcs de 250 MW, dont on a vu qu'ils n'occuperaient à terme que 50 km² chacun. Et donc il va y avoir effectivement un travail de raffinage en fonction des résultats des études environnementales et également techniques que nous lancerons, nous les présenterons tout à l'heure, qui permettront avec les acteurs de la façade d'affiner les zones qui seront in fine retenues dans les cahiers des charges finaux du processus de dialogue concurrentiel. Donc ça me paraissait important de le rappeler. Et puis il y a eu une forte attente en termes d'information également, puisqu'il n'y a pas que la participation, il y a aussi l'information. Donc on s'engage évidemment à mener une information régulière, notamment sur le site éolienne en mer,
Vous retrouvez ici l'adresse internet. Sur ce site, vous retrouvez un certain nombre d'informations que le gouvernement a souhaité mettre en place dans un lieu unique, assuré par lui. Et on y retrouve donc des informations générales sur l'éolien, mais également par façade, une description de l'ensemble des projets qui sont menés aujourd'hui en France. Et donc notamment pour la Méditerranée, vous retrouverez des informations sur les 3 fermes pilotes et puis au fur et à mesure du développement des projets commerciaux sur les projets en question. Je passe la parole à Monsieur Bonnet peut-être. Oui. Oui, concernant RTE, donc il ne vous a pas échappé que là, pour l'instant, ce qui a été défini pour chacune des zones, c'est une aire d'étude assez vaste, en mer comme à terre pour le raccordement. Et là, nous pouvons avancer indépendamment du dialogue concurrentiel pour essayer de déterminer plus précisément quels seront les couloirs dans lesquels nous pourrons implanter les câbles sous-marins, souterrains, les sites les plus intéressants pour l'atterrage. Et ça se fera alors dans le cadre de ce qu'on appelle la circulaire Fontaine, d'où le nom qui figure, qui est une circulaire ministérielle qui encadre l'exercice de concertation par RTE pour l'ensemble des projets, y compris les projets terrestres. Et ça s'inscrira bien évidemment dans le cadre de la concertation qui sera mise en place avec la CNDP pour pouvoir avancer et affiner les choix qui seront ensuite inclus dans les dossiers d'autorisation. Monsieur Closset, sur les cahiers des charges, de quels critères qui ont été mis en avant au cours du débat, les cahiers des charges des entreprises devront-ils tenir compte ? Oui, alors peut-être qu'effectivement on peut compléter sur les enjeux de raccordement s'il y avait encore un schéma avec pas mal d'illustrations qui reprend en fait, voilà, merci. Ce visuel reprend les recommandations de la commission particulière du débat public sur le raccordement. Et voilà comment nous envisageons de les prendre en compte. Donc si je les parcours en allant de la mer vers la terre, le premier en bas à gauche, c'est un encouragement à mutualiser au mieux les infrastructures et à limiter l'artificialisation en mer comme à terre. Donc là, typiquement, ce que nous envisageons de proposer à l'État, c'est d'anticiper au niveau des plateformes en mer la possibilité ensuite de passer avec les deuxièmes parcs à 500 MW. Alors ça, ce serait par un dimensionnement de la structure de la plateforme, la structure métallique qui portera les tâches de transformation. Dans un premier temps, pour les premiers parcs de 250 MW, ces structures accueilleront un module de transformation dimensionné pour 250 MW, mais seront déjà dimensionnés pour pouvoir accueillir un deuxième, voire un troisième module, sans qu'il soit nécessaire d'aller refaire des travaux lourds au niveau de la mer. Deuxième recommandation, c'est de pouvoir utiliser ces plateformes en mer qui auront l'avantage d'être situées en mer, de disposer de puissance électrique, de disposer d'un raccordement par des câbles de télécommunication à terre, comme étant des lieux dans lesquels on pourrait aussi exercer des activités de recherche sur la mer, de recherche sur la biodiversité ou tester des briques technologiques, ce qu'on appelle des plateformes multi-usages. Donc ça, c'est quelque chose que nous intégrerons dès le début. Troisième recommandation sur l'ensouillement des câbles, à savoir il ne s'agit pas de les poser simplement au fond de la mer, mais de pouvoir les enfouir dans les fonds marins. Donc ça, c'est quelque chose que nous recherchons systématiquement, que nous avons réussi à faire pour les fermes pilotes. Donc voilà, c'est un premier retour d'expérience positive des fermes pilotes, c'est qu'on arrive à trouver des cheminements qui permettent un ensouillement complet. Quatrième recommandation, préserver l'intégrité des hauts de plage, cordons dunaires et des lits d'eau. Donc là, j'ai évoqué tout à l'heure finalement le choix de zones qui évitent de devoir faire de la compensation directement sur le littoral. Et alors, la principale infrastructure, c'est la jonction qui apparaît sur le schéma, c'est un peu discret, entre câbles sous-marins, câbles terrestres. Là, nous essayons de rechercher systématiquement des espaces déjà artificialisés, idéalement un parking, voilà, pour pouvoir implanter ce type de jonction. Et puis la dernière, pour la partie terrestre, c'est d'entretenir des liens étroits avec le monde agricole. Bon, ça, nous privilégions pour les câbles terrestres l'utilisation des voies publiques, de passer sous les routes. Il peut arriver qu'on soit amené à passer dans des parcelles agricoles, auquel cas on a tout un cadre, évidemment, qu'on respectera pour limiter les impacts et indemniser les agriculteurs qui seraient gênés pendant la phase de travaux. Voilà pour la manière dont on envisage de prendre en compte toutes ces recommandations. Du côté de RTE.
Donc Nicolas Closset, je le disais, le débat a mis en avant un certain nombre de critères à prendre en compte dans le cadre des cahiers des charges. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors sur le cahier des charges, donc c'est les obligations auxquelles devront souscrire tous les candidats qui souhaiteront développer ce parc. Donc il y a un certain nombre de critères qui seront des critères qui permettront de noter les offres, et il y a un certain nombre de critères qui seront entre guillemets simplement des exigences, mais c'est-à-dire des choses qu'ils seront obligés de faire quoi qu'il arrive, indépendamment des critères de notation sur lesquels il pourrait y avoir une différenciation. Donc sur l'analyse des critères d'analyse des offres, notamment il y a plusieurs critères qui sont pris en compte. Il y a forcément le critère prix qui au regard des obligations européennes et françaises doit être un critère majoritaire. Mais ensuite on a d'autres critères qui peuvent avoir une part substantielle et donc contribuer significativement à la notation des offres. Et donc au regard des enjeux qui ont été mis en avant dans le débat et qui sont présents, il y aura évidemment le critère environnement qui sera le deuxième critère ayant le plus de poids dans les notations. Il y a des enjeux particuliers et des questions qui ont été soulevées tout au long du débat sur la recyclabilité des éoliennes et notamment des pales et sur le démantèlement en fin de vie des installations. Donc là, il y aura aussi des critères à la fois de notation et des critères et des obligations, des prescriptions de démantèlement qui seront inscrites dans le cahier des charges. C'est les choses qu'on fait déjà et qui ont déjà été faites pour les premiers appels d'offres et qu'on souhaite de toute façon faire systématiquement. Il y a aussi des enjeux liés au développement économique et donc principalement au recours des petites et moyennes entreprises. Et donc on fixera, comme on le fait également dans les autres appels d'offres, un critère de notation sur l'engagement des candidats à avoir des parts minimales et à essayer de maximiser le plus possible le recours à de telles entreprises. Ensuite, sur la bonne préservation des activités économiques, au premier rang desquelles évidemment en mer il y a la pêche. Le sujet a été soulevé tout au long du débat et donc il y aura des prescriptions vraisemblablement, c'est ce qu'on prévoit déjà dans les autres appels d'offres, que les candidats doivent proposer un certain nombre de mesures d'évitement, de réduction et de compensation à destination des activités de pêche à proximité des parcs. Sur les enjeux touristiques, c'est une question qui a pas été énormément soulevé dans le débat, mais qui a quand même fait partie d'un certain nombre d'interrogations. Donc on est en train de regarder dans quelle mesure on pourra demander aux candidats de faire notamment des parcs un atout touristique pour le territoire. C'est notamment quelque chose qui a été fait pour le parc, enfin qui a été fait, pas encore, mais qui est envisagé assez largement par le porteur de projet du parc de Dunkerque. Et donc ça semble tout à fait possible, et également dans les pays nordiques, il y a du tourisme éolien qui s'est développé. Il y a aussi un enjeu pour faciliter la bonne intégration du recours à la participation et au financement participatif. Donc ça, c'est des critères qu'on a déjà envisagés et qui sont tout à fait possibles et qu'on prendra donc, qui seront possiblement pris en compte dans le cahier des charges. Et sur le sujet de la continuité de la concertation, donc au-delà de ce qui a déjà été exposé avec les garants de la concertation post-débat, il y a une obligation qu'on a déjà prévue sur les derniers parcs qui ont fait l'objet de débats publics, c'est que le porteur de projet qui sera désigne un interlocuteur unique qui sera présent tout au long de la vie du projet, à partir du moment où il est désigné lauréat, dans les quelques mois qui suivent, qui est vraiment un interlocuteur qui soit désigné et qui soit présent jusqu'à la mise en service du parc. Monsieur Closset, je vous propose de garder la parole et qu'on parle un petit peu des enjeux socio-économiques, locaux notamment. Dans quelle mesure l'État et RTE vont-ils contribuer à créer des filières éoliens flottants fortes et bénéfiques pour les territoires ? Est-ce qu'il est prévu des choses à ce niveau, monsieur Closset ? Oui, pardon, c'est vrai que oui, tout à fait. Donc déjà, il y a effectivement des obligations, comme je disais dans le cahier des charges, sur des recours à des PME, des recours au développement de l'emploi. Le président de la République s'est exprimé dernièrement à Belfort, mi-février, et a déjà annoncé plus d'1 milliard d'euros pour l'innovation et l'industrialisation des énergies renouvelables qui seront portés dans le plan France 2030 et le lancement de 3 appels à projets sur lesquels je vais revenir, et qui ont été confirmés par le Premier ministre qui s'est déplacé lundi dernier dans la région, avec 300 millions d'euros qui sont ciblés plus spécifiquement sur l'éolien flottant, à travers donc notamment 2 appels à manifestation d'intérêt qui ont été annoncés et qui vont être lancés,
qui ont pour objectif de contribuer à l'industrialisation d'une part de l'éolien flottant, enfin sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et aussi un enjeu particulièrement important sur l'éolien flottant, enfin sur l'éolien en mer tout court, c'est le développement des infrastructures portuaires. Donc il y a 2 appels à manifestation d'intérêt sur ces 2 volets qui ont été lancés et qui pourront après faire l'objet de soutien à l'investissement plus important qui seront portés par France 2030. Et ensuite, il y a de nombreuses actions en faveur de la formation qui sont envisagées. Donc, comme je disais, il y a un certain nombre d'enjeux qui seront inscrits dans le cahier des charges. En revanche, il ne peut pas y avoir de préférences nationales qui soient inscrites dans le cahier des charges. Mais donc c'est pour ça que c'est sur d'autres volets qui ne sont pas uniquement liés à ce projet, mais qui sont de façon plus générale dédiés au développement de la filière sur l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis les infrastructures portuaires jusqu'à l'industrialisation pour la création d'usines de fabrication de différents composants qui sont soutenus par l'État. Merci beaucoup, Monsieur Closset. Voilà, vous en savez plus à la fois sur les zones retenues donc, et sur la manière dont elles ont été identifiées, et puis sur la manière dont les enseignements du débat public ont été pris en compte. Ce que je vous propose, c'est de vous donner la parole à nouveau. Je sais qu'il y a des demandes d'intervention en ligne, mais cette fois, priorité à la salle qui souhaite intervenir, poser des questions, faire ses observations. Où est-ce que je donne la parole aux personnes qui nous suivent sur Zoom? Je crois qu'il y a une personne qui souhaite intervenir. J'ai 2 questions un peu techniques et une autre un peu plus générale, et puis après on pourra passer la parole. 3 demandes de parole. 2 questions techniques sur le... est-ce qu'il est prévu un planning d'intervention, dans le planning d'intervention, une phase archéologique préventive, car il s'agit d'aménagement? Et sur la jonction entre pour le raccordement, qu'en est-il de la prise en compte du retrait du trait de côte? Et puis une autre remarque sur une des recommandations de la CPDP, qui était de créer un comité citoyen de rédaction du cahier des charges en coordination avec les porteurs de projets industriels, etc. Et puis associer les collectivités locales et le public à toutes les étapes du choix sur le projet. Est-ce que ces sujets ont été retenus? Alors sur la suite de la concertation, on y reviendra. La question sur l'archéologie préventive, Monsieur Autric, est-ce qu'on peut répondre à cette internaute? Oui, tout à fait. C'est effectivement une obligation réglementaire pour tout aménageur de pouvoir effectivement faire intervenir, en tout cas en mer, le service de la DRASM, qui est un service régional compétent. Donc ce sera à la charge effectivement des porteurs de projets, aussi bien RTE pour la partie raccordement que les développeurs pour la partie parc, de prendre en compte ces aspects-là. C'est bon? Et oui. Puis donc l'autre question, je pense qu'elle s'adresse plutôt à vous, Monsieur Bonnet, prise en compte du recul du trait de côte dans vos études sur les raccordements? Oui, alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, comment ça fonctionne, le câble sous-marin, il est constitué en général d'un seul tenant, c'est un objet technique très particulier, mais on le ramène à terre, c'est-à-dire qu'il remonte à terre et on peut s'autoriser à remonter sur quelques dizaines, voire 100 mètres. Donc évidemment, on choisira le lieu de connexion en tenant compte de cette question pour qu'il reste hors d'eau. Mais bon, je crois qu'on est aussi sur des horizons industriels de l'ordre de 25 à 30 ans. Voilà, je vous propose qu'on garde la question sur la suite du processus consistant à associer évidemment le public à la suite des études. Je crois qu'il y a une personne qui souhaitait prendre la parole également en ligne. 2 personnes. Le temps de basculer, on vous écoute. Anne Julin du syndicat des énergies renouvelables. Je voulais dans un premier temps saluer la décision de l'État de poursuivre et de lancer ces appels d'offres qui, dans le contexte actuel et qui est assez malheureux, nous rappelle quand même l'importance de développer les énergies renouvelables et des solutions d'approvisionnement qui soient à la fois décarbonées et en même temps qui permettent de renforcer notre souveraineté et notre indépendance énergétique. Et les projets, de par leur ampleur et le calendrier fixé aujourd'hui, permettront d'atteindre ces objectifs à 2030 et 2035. Donc, c'est une bonne nouvelle en ce sens qu'on souhaitait saluer. Saluer également cette nouvelle du point de vue du développement économique. Et je voulais à ce titre rappeler les engagements qui ont été pris par les fédérations donc du syndicat des énergies renouvelables et de France Énergie Éolienne en ce début de semaine, d'un engagement en matière de croissance et de démultiplication du nombre d'emplois associés à l'éolien en mer d'ici 2035,
avec un objectif de 50% au minimum de contenu local pour l'ensemble des projets qui seront réalisés dans les prochaines années, avec donc des opportunités de retombées économiques et industrielles sur les territoires dans lesquels s'implanteront ces projets, tout cela étant bien sûr à co-construire. À cet égard, enfin, la visibilité sur les projets est essentielle. Et donc, j'avais une question en ce qui concerne l'étude environnementale qui conditionne le choix de la deuxième zone. Est-ce qu'il serait possible de nous en préciser un petit peu le contenu et le calendrier pour que tout le monde ait en tête le moment auquel la décision sera faite et les tenants et aboutissants sur lesquels cette décision sera prise? Je pense que c'est important, notamment du point de vue de ces entreprises et des infrastructures portuaires pour qu'elles puissent se projeter dans des investissements ou non en fonction de la sélection de cette zone plutôt à l'est du golfe du Lion ou pas. Je vous remercie. Merci Madame Georgelin. On l'a déjà évoqué, mais est-ce qu'on peut repréciser les choses concernant le choix de cette deuxième zone? Et puis ensuite, on donnera la parole à l'autre personne qui souhaite intervenir, Monsieur Closset. Oui, donc sur l'étude Migralion, c'est une étude de 3 ans qui a été lancée. C'est effectivement de cette étude-là dont on attend les principaux éléments qui pourront contribuer au choix de la zone. Donc on est sur un horizon, comme l'a dit Frédéric Autric tout à l'heure, sur les premiers éléments qui seront disponibles dans le premier semestre de l'année 2023. Donc c'est sur la base de ces éléments-là qu'on imagine aujourd'hui, ainsi que de l'ensemble des autres informations qui seront mises, qui pourront avoir été récoltées entre-temps, décider de la zone à cet horizon-là. Donc j'ai pas beaucoup plus de précision. Et justement, c'est bien l'objet de la décision qui était de se laisser le temps de disposer de ces informations le plus longtemps possible. Et ce que je vous propose aussi, c'est qu'à la fin de la réunion, on viendra sur ces éléments de calendrier pour pouvoir se projeter dans le temps. Je vous ai vu, madame, mais on prend la deuxième personne, je crois, qui souhaitait intervenir également en ligne. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur. Allez-y. Oui, Christian Molinero, président du comité régional des pêches de la région sud. J'aurais une question sur 2 points qui fait débat chez les professionnels en rapport des connaissances que nous avons sur l'éolien posé dans les pays nordiques. C'est pendant la durée de vie des éoliennes. Quel type de protection sera utilisé contre la corrosion par les industriels, cathodiques, anodiques ou autres? Et ensuite, concernant le dessalement des pales, quelles techniques vont être utilisées? Parce qu'on a des retours des pays nordiques où vraiment il y a beaucoup de pollution par rapport à ces deux sujets. Voilà. Donc, si vous pouviez nous donner des indications. Merci. Donc, corrosion, dessalement des pales, est-ce qu'on en sait plus sur les polluants possibles, notamment pour les poissons, et donc, conséquemment, sur les pêcheurs? Je pense ce qu'on peut vous dire dès à présent, c'est que l'ensemble de ces projets, ils seront soumis à des autorisations environnementales qui vérifieront notamment l'ensemble des impacts sur l'environnement. On est sur des projets qui seront mis en service d'ici une dizaine d'années, donc je ne sais pas exactement. Alors, je sais pas s'il y a éventuellement des représentants des industriels qui ont peut-être quelques éléments à fournir là-dessus. Mais en tout cas, ça fait partie de l'ensemble des enjeux qui sont éventuellement évidemment pris en compte. Et justement, les retours d'expérience des autres pays, notamment les pays nordiques, sont particulièrement importants dans cette optique-là. Donc, je crois que pour l'instant, je n'ai pas de main qui se lève dans la salle, mais je crois qu'il y a une personne qui souhaite encore intervenir en ligne, Monsieur Molinaro. Non? Ah, c'était Monsieur Molinaro. Excusez-moi, Monsieur Molinaro. Désolé. Dans la salle, pas de questions? Non? J'ai l'impression de faire un peu les enchères, vous savez, alors que non. On se regardera de toute façon un temps d'échange. Ah, encore quelqu'un en ligne, du coup. Il faut jongler. Oui, c'est encore moi. Bonjour, Bruno Latsous, TNE Occitanie Environnement. Nous venons de voir par la réponse de M. Closset, une réponse particulièrement, si j'ose dire, c'est pas pour faire un jeu de mots, M. Closset, pardonnez-moi, mais vaseuse, à l'excellente question posée par M. Molinaro, qui portait d'ailleurs au-delà, madame, sur également les consommateurs, parce que les consommateurs sont également concernés par les produits de la pêche, n'est-ce pas? On voit bien par là la logique d'un ensemble de réponses qui ne sont pas complètes, qui consistent à nous dire, en gros, faites-nous confiance, sous-disant, rassurez-vous, on traitera le problème. Alors, j'entends ce que dit M. Autric concernant le fait que, par rapport au choix de la deuxième zone,
Le public a été partiellement entendu. Oui, d'accord, ok. Mais visiblement, il ne l'a pas été entendu sur la totalité du spectre des problèmes. Donc voilà, faites-nous confiance. Eh bien non, je suis désolé, par rapport aux logiques de protection de l'environnement et de la santé, ce n'est pas du tout recevable. On entend votre observation, monsieur. Merci. Questions, observations dans la salle? Plus personne en ligne pour l'instant. En tous les cas, on aura encore un temps d'échange à la fin. Très bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe du coup à la dernière partie de notre réunion. Vous nous suivez en ligne, Madame Joanneau? Et vous nous entendez, je l'espère. Le temps peut-être d'activer votre micro. J'ai envie de me tourner vers vous. Madame Joanneau, voilà, on va oui, vous... Je vois bien. Alors, on l'entend, beaucoup d'attentes concernant la suite du projet en matière de concertation, la manière d'associer le public. Quel rôle va jouer la Commission nationale du débat public à partir de maintenant, Madame Joanneau? D'abord, bonjour à toutes et à tous. C'est important cette réunion publique parce que ça n'a pas lieu à chaque fois après les débats publics. Or, c'est quand même le moment important du débat où justement le public peut se rendre compte de la manière dont il a été pris en considération ou pas, d'ailleurs, ces différentes observations. Lors d'un débat qui, je le rappelle, porte sur l'opportunité et sur les caractéristiques des parcs, donc les questions de localisation. Donc maintenant, Étienne va vous présenter ça un petit peu plus en détail ensuite. Étienne Balland, qui est dans la salle avec vous. Mais il va y avoir un temps d'analyse par la commission particulière qui est quand même... qui a fait tout le débat public, justement des différentes réponses apportées par le maître d'ouvrage, donc par l'État et RTE, aux questions et aux recommandations. On va vérifier la complétude. Nous, notre rôle, c'est vraiment pas de dire vous avez raison ou vous avez tort. On n'a vraiment pas le droit de faire ça. On vérifie si toutes les réponses ont été apportées, si elles sont assez complètes et argumentées. Et ensuite, nous allons désigner un ou plusieurs garants qui vont assurer effectivement le suivi de la concertation. Alors, on appelle continue parce que post-concertation, c'est pas très joli. Concertation continue jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à l'enquête publique sur le projet. Donc, mais Étienne va peut-être revenir sur ces points. À ce stade, nous, par contre, évidemment, on n'a pas la réponse complète écrite. Là, on n'a que les éléments qui viennent d'être présentés. Donc, on n'a pas à se prononcer là tout de suite en salle sur la complétude de cette réponse. Mais peut-être que je vais laisser tout de suite la parole à Étienne. Et en tout cas, merci quand même à l'État et à RTE de cette initiative. C'est vraiment important. C'est le moment important du débat public. Monsieur Balland, qui est effectivement parmi nous et qui était le président de la CPDP. Merci beaucoup. Oui, bonsoir à tous, donc ceux qui sont là et tous ceux qui sont en ligne. Donc effectivement, je vais peut-être simplement donner quelques éléments, si on peut passer au diaporama, merci. Quelques éléments de précision concernant les étapes à venir. Je reprécise effectivement, et c'est assez important, la décision et le rapport dont vous avez parlé, Monsieur Closet, tout à l'heure, ne nous sont pas encore parvenus, mais c'est une affaire de quelques heures, si j'ai bien compris, au plus tard, au plus d'un jour ou deux. Et donc c'est effectivement cet élément qui nous permettra de pouvoir réagir plus concrètement. Donc ce soir, nous n'allons pas effectivement vous dire ce que nous pensons de la décision, mais plutôt la façon dont concrètement les choses vont se faire et qu'est-ce qui se passe après un débat public. Voilà, en 4 étapes, en gros, la façon dont la CNDP va continuer à accompagner effectivement l'évolution de ce projet. La première étape 1, elle a été remplie le 31 décembre au soir par la publication du compte-rendu et du bilan. Ce soir, donc dans les heures qui viennent, la ministre va signer la décision et les porteurs de projet vont publier le rapport qui explicitera précisément l'ensemble des réponses et notamment aux arguments du public et aux recommandations de la CPDP. Alors, je vais passer à l'étape 3 tout de suite. Qu'est-ce qui se passe dans les jours qui viennent ? C'est un point très important. La CNDP va prendre, donc en séance plénière, un avis sur la qualité de la réponse des porteurs de projets. C'est un point très important, c'est aussi un point de droit, parce que le Code de l'environnement est très précis. Il est très clair sur le fait que le public a non seulement le droit de participer, d'être informé, de participer, mais également de savoir les conséquences et les effets de sa participation.
ce qu'on appelle simplement une obligation de compte-rendu, finalement, de la part du décideur vis-à-vis du public. Donc, à quoi ça a servi ? Cette décision, cet avis de la CNDP sera rendu et sera pris le 6 avril 2022. Il sera donc publié très certainement le lendemain ou le surlendemain par la CNDP. Comment ça fonctionne ? Eh bien, donc, comme l'a rappelé Chantal Joanneau à l'instant, à partir du travail aussi mené par la CPDP et le secrétariat général, eh bien, la CNDP va analyser l'ensemble des réponses précises. Je rappelle 30 suggestions, propositions du public et 29 recommandations de la CPDP. À l'intérieur de ces recommandations, il y a notamment l'ensemble des points que vous avez évoqués, notamment autour du cahier des charges et de l'écriture du cahier des charges, question qui a été posée, je crois, tout à l'heure par un membre du public, pas forcément encore répondu, mais je pense qu'on va avoir une réponse tout à l'heure. Comment on fait ? On fonctionne à partir d'un tableau d'analyse justement de ces réponses. Donc, elles sont déjà en liste, ces recommandations, dans le compte-rendu du débat. Et donc, en face, tout simplement, on pourra juger de la complétude, comme le disait Mme Joanneau, des réponses et de voir tout simplement si oui ou non les porteurs de projet ont bien donné une réponse à chaque élément. Donc, rendez-vous début avril pour tout le monde pour la publication de ce tableau et de l'avis correspondant pris par la CNDP. Ensuite, on en a déjà parlé plusieurs fois, je pense que ce sera l'objet de la discussion qu'on va avoir ensuite. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, cette concertation dite continue, sous l'égide de garant ou de garante, qui va donc démarrer en fait, eh bien, à la même séance finalement. C'est au même moment, le 6 avril, que la CNDP sans doute nommera ses garants. Alors, c'est également dans le Code de l'environnement, cette continuité de la participation, des premières intentions de projet, et attention, jusqu'à l'éventuelle mise en œuvre du projet. Donc c'est un continuum, quelque chose qui ne doit pas être rompu. C'est un fil, finalement, ce dialogue entre la population et le porteur de projet, qui ne doit pas être rompu. Un point important, les garants disposeront d'une lettre de mission, établie par la présidente de la CNDP. Et cette lettre de mission précisera bien entendu l'ensemble des attendus et notamment peut-être des éléments d'ambition pour cette concertation. Et tout de suite, il est important de le dire, puisque là je me permettrai très modestement bien sûr de corriger le Premier ministre, ça ne se fait pas tous les jours, j'en profite, puisqu'effectivement lors de son discours, il a bien évoqué le rôle du garant de l'information donnée au public. Attention, ce n'est pas tout à fait suffisant. Le garant assure et garantit la qualité de l'information, certes, mais également la continuité de la participation effective du public. Alors, jusqu'à l'enquête publique, pourquoi ? Puisqu'à partir de l'enquête publique, eh bien, c'est le commissaire enquêteur qui sera nommé, si le projet va jusqu'à l'enquête publique, qui prendra le relais du rôle de garant pour toujours assurer cette continuité de la participation du public jusqu'à, finalement, la prise de décision finale. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Ballon. Avant de vous redonner la parole, pour un temps d'échange complémentaire, peut-être on parlait des éléments de calendrier, revenir dessus, Monsieur Closset, quels sont à partir de maintenant Monsieur Ballon en a parlé pour ce qui est de la concertation, les étapes à venir, les études, les démarches à engager. Vous nous redonnez des éléments de calendrier, Monsieur Closset ? Oui, tout à fait. Alors, je vais dans un premier temps, faire un focus sur les études environnementales, puisque c'est donc un des sujets, encore une fois, qui a particulièrement été soulevé dans le débat public, qu'on avait évidemment parfaitement en tête, et qui répondra, mais normalement, on l'a déjà un petit peu fait en partie sur les études qui sont menées. Donc, on a une caractérisation technique qui est menée par le service hydrographique de la Marine nationale, le CHOM, sur les zones 1, 2 et 3, qui a déjà débuté. On a également une donnée importante, évidemment, pour l'éolien, qui est la qualité, la vitesse, la force du vent. Donc là, il y a déjà des bouées qui ont été installées, alors je crois que c'était l'année dernière, et donc qui ont vocation à être en place pendant 3 ans pour fournir les données nécessaires aux candidats lorsqu'ils élaboreront leurs offres. Et on a un certain nombre de marchés d'études qui sont en cours de passation, alors à des stades plus ou moins avancés, mais en tout cas pour les études géophysiques et géotechniques qui doivent donc notamment faire des mesures sur la qualité des sols et qui permettront aux candidats de mieux appréhender les ancrages qu'ils devront avoir sur leurs éoliennes. Donc ça, ces marchés sont en cours de passation. Et sur le sujet environnemental, il y a un marché d'études environnementales sur site qui va être lancé. Et donc, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric Autric, au-delà des zones 1, 2 et 3, on a également la zone 4 qui bénéficiera des mêmes études dans un calendrier décalé de quelques années. D'un point de vue plus administratif, sur la procédure de mise en concurrence, comme je le disais tout à l'heure, elle va être lancée dans les tout prochains jours. Et donc, elle se déroulera essentiellement en 3 grandes étapes, on va dire. Il y a la première étape qui est une présélection des candidats.
donc avec une analyse qui sera réalisée par la Commission de régulation de l'énergie pour vérifier que ces candidats ont les capacités techniques et financières pour développer un parc éolien en mer. Une fois que ces candidats auront été présélectionnés, il y a une phase donc, de dialogue concurrentiel au cours de laquelle on échangera avec eux sur un projet de cahier des charges afin de l'amender. Et une fois que ce cahier des charges sera établi, ils auront donc un temps d'environ quelques mois pour finaliser leurs offres avant de les déposer. Et ensuite, après analyse de ces offres, la Commission de régulation de l'énergie fait une proposition au ministre qui désigne donc un lauréat. Et donc après, on passe dans le stade où il y a la réalisation des dossiers de demande d'autorisation, les autorisations en question, et après les travaux, avec un calendrier en parallèle de celui de RTE qui travaille sur le raccordement. Si on prend une vision globale du coup des prochaines étapes, donc dans les tout prochains jours, pardon, c'est moi qui dois passer la slide. Donc on va publier la décision ministérielle et le rapport. Je tiens à souligner qu'effectivement, au regard de la période de réserve, c'est pour ça qu'on a fait cette réunion aujourd'hui, alors qu'on avait théoriquement jusqu'au 31 mars pour remettre ce rapport et cette décision. Ils sont, ou peut-être qu'à l'heure actuelle, ils ont déjà été signés, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils vont être vraiment publiés dans les tout prochains jours et ils seront disponibles à la fois pour la décision au journal officiel. Pour le rapport, il sera mis ensuite sur notre ligne, il sera mis en ligne sur le site qui était évoqué tout à l'heure par Frédéric. Et je crois qu'il sera aussi mis en ligne, évidemment, par la CNDP. Donc, un point sur lequel je veux insister quand même par rapport aux questions qui ont été posées. Sur le rapport, il fera une 50aine de pages. On compte évidemment pas en nombre de pages, mais en tout cas, il y aura des réponses aux 30 plus, non pardon, c'est les 29 plus 20 recommandations de la CNDP et les attentes du public, donc avec les réponses précises et détaillées à chacune de ces demandes. Et donc après, sur le calendrier, c'est ce que je vous indiquais cette fois-ci avec quelques dates, donc avec des lauréats. Alors tout à l'heure, j'ai dit début 2023, donc disons dans une vision extensive de début 2023 sur le premier semestre. Et donc avec des constructions puis des mises en service à l'horizon de 2030. Et donc avec le calendrier d'études qui se passe en parallèle, donc l'étude Migralion qui a déjà commencé, qui servira notamment, qui servira entre autres plutôt, parce qu'elle servira à beaucoup plus de choses que ça, mais à déterminer et à valider définitivement le choix de la deuxième zone, les études Météo France qui se poursuivent et les études environnementales qui commenceront dans le courant de cette année. Avec en parallèle, comme je le disais, la concertation menée par l'État et RTE qui figure en bas en jaune. Sur une des questions effectivement qui avait été posée tout à l'heure et que vous avez rappelé, Monsieur Balland, sur la création d'un comité citoyen de rédaction du cahier des charges, donc ce qu'on vous a déjà exposé, c'est que on va prendre dans la mesure du possible, c'est-à-dire qu'on doit respecter avant tout le droit européen et le droit français, mais une fois qu'on a mis ce cadre réglementaire duquel on ne peut évidemment pas déroger, l'objectif est d'intégrer la majorité, si ce n'est la totalité des remarques qui rentrent dans ce cadre-là, qui ont été formulées pendant le débat public. D'ailleurs, s'il y a des remarques, on est aussi, et des propositions et des suggestions, on est évidemment toujours ouvert et on invite toutes les personnes qui le souhaitent à communiquer ou à faire part de leurs propositions et initiatives. Le dialogue concurrentiel, il a vocation aussi à échanger sur un certain nombre de données confidentielles avec les candidats, donc c'est pour ça qu'il n'est pas possible d'avoir un comité citoyen de rédaction du cahier des charges. Donc, on ne prendra pas tel quel on ne suivra pas tel quel cette recommandation pour ces raisons-là, mais en revanche sur toutes les contributions, encore une fois, qui pourront être proposées, on les accueillera évidemment pour voir dans quelle mesure on peut les intégrer. Et on s'engage aussi, évidemment, dans le cadre du dialogue concurrentiel. Il y aura donc la concertation qui se poursuivra à fournir régulièrement des informations sur les échanges qu'il y a eu avec les candidats et la façon dont ça peut faire évoluer le cahier des charges et donc ce qui peut évoluer en fonction de ce qui a été demandé, de ce qu'on peut prendre en compte. Merci, Monsieur Closset. Je me posais la question, Monsieur Balland, est-ce qu'on a des exemples justement de comités citoyens de rédaction de cahier des charges qui ont déjà fonctionné à votre connaissance ? Je vous en prie. On a des exemples. Alors, je crois, il me semble que sur Bretagne Sud, c'est quelque chose qui est en train, en tout cas, de se discuter. Il y a effectivement la question du financement participatif, en tout cas, qui est en jeu, pas tout à fait sur le mode d'une co-rédaction. Dans l'éolien flottant en France, non. Enfin, l'éolien en mer, non, de fait. En revanche, oui, ce type de choses, ce type de co-rédaction a pu être possible. Il y a toujours une question, bien entendu, autour du secret. Vous l'avez dit, Monsieur Closset.
Et donc, quand on mène ce type de démarche, évidemment, on demande aux personnes qui y participent de s'engager justement à un respect de confidentialité. Et dans ces conditions-là, il peut effectivement arriver que des profanes, on va dire, puissent effectivement participer à cette discussion. Merci. Je crois que nous avons une demande d'intervention en ligne. 2 maintenant. On vous passe la parole. Est-ce que vous nous entendez? Monsieur, madame? Monsieur Dessaigne Serge, conseiller municipal de Villeneuve-et-Maguelone, mais conseiller métropolitain. C'est moi qui ai posé la question sur le raccordement d'eau avec le trait de côte, parce que on a eu une réponse, j'ai même une réponse en ligne. Je voudrais rappeler simplement qu'après le Lido, il y a la plupart du temps sur nos territoires des lagunes, et donc on sera au-delà des 100 mètres ou 200 mètres dans la réponse qui m'a été faite tout à l'heure. Je voulais simplement insister sur le fait qu'aujourd'hui, les établissements publics d'intérêt communautaire, que sont les EPCI de Sète, mais aussi du golfe d'Aigues-Mortes et la métropole de Montpellier, ont décidé de mettre en place une gouvernance du golfe d'Aigues-Mortes. Et nous travaillons avec l'OFB, avec Natura 2000, et que je pense qu'il sera nécessaire aussi qu'on puisse participer à la concertation et la continuité de la concertation. C'était pour insister sur le fait qu'il existe des EPCI qui travaillent sur la gouvernance du golfe d'Aigues-Mortes, qu'il y a le plan littoral 21 avec la région, et que nous avons besoin de travailler ensemble sur ces projets d'intérêt généraux. Merci. Merci, monsieur. Et je pense que c'est évidemment la concertation par définition, la post-concertation est totalement ouverte. Une deuxième intervention? Oui, voilà, je suis réactivée. Vous m'entendez? On vous entend parfaitement, Madame Arditi. Madame Arditi, France Nature Environnement, Languedoc-Roussillon. Alors, moi, je voudrais revenir un peu sur cette histoire de cahier des charges. Alors, j'ai d'une part une question, puis d'autre part une suggestion. Je comprends. Bon, la question, c'est est-ce que l'Europe impose dans les critères un minimum pour le prix? Parce que quand on a eu cette discussion, j'avais participé à l'atelier, certains avaient dit l'environnement doit faire au moins 20%, il fait 5%, je crois. On doit faire au moins 20%, d'autres avaient même dit 40%. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a... l'Europe dit il faut forcément que le prix compte pour tant. Si vous pouvez peut-être me répondre ça, parce que l'autre est un peu après et que c'est une question très pointue et précise. Bien sûr. Question directe. Qui peut répondre, monsieur? La Commission européenne n'a jamais... Oui, on vous entend, c'est bon. A jamais validé de dispositifs pour lesquels le critère prix fait moins de 70%. Pas moins de 70%. D'accord. Ok, d'accord. Bon. Et votre suggestion, Madame Arditi? Ben non, mais simplement dans l'atelier, certains avaient suggéré 20 et d'autres 40. Voilà, donc on en est très loin. Enfin, 20, c'est peut-être encore possible, j'en sais rien. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, c'est je comprends bien qu'il y a un débat, il y a une discussion entre l'État et les industriels qui se mettent d'accord entre eux pour élaborer le cahier. Bon, le problème n'est pas que, enfin, moi, en tout cas en ce qui concerne FNEL, on ne demandait pas à être dans ce débat-là. Ce qu'on demandait, c'est une fois que l'État et les industriels se sont mis d'accord. Donc, ils ont un cahier des charges qui maintenant est public, puisqu'ils se sont mis d'accord. C'est sur ce cahier des charges-là que, personnellement, France Nature Environnement, on demandait qu'il soit soumis, alors peut-être pas aux citoyens comme ça, mais au moins au groupe éolien de la commission de façade, le comité maritime de façade a mis en place un groupe éolien dans lequel tous les partenaires sont présents. On pourrait confier ce cahier des charges abouti entre l'État et les industriels à ce groupe, qui est un groupe de représentants, quand même, c'est pas des folklore, et qu'on leur dise est-ce que ça vous va ou est-ce que vous pensez qu'il faut au moins faire 1 ou 2 amendements, parce que sinon dans l'État on dit l'État et les industriels se mettent d'accord entre eux et après c'est bon, quoi. Vous n'avez jamais plus rien à dire. Or là, moi je fais une proposition qui dit on peut intervenir après quand le cahier des charges est public et qu'on puisse avoir un organisme
même si ce n'est pas tous les citoyens, mais qui représentent l'ensemble des citoyens, qui puissent intervenir et éventuellement proposer 1 ou 2 amendements qui leur paraîtraient nécessaires. On a bien compris votre question. Je vous propose qu'on la pose directement. Est-ce qu'il est envisageable donc, de soumettre ce cahier des charges ensuite à un groupe d'experts, disons? Ce que je voulais effectivement préciser, Madame Arditi parle donc de la commission spécialisée éolien flottant qui a été mise en place au sein du Conseil maritime de Façade pour traiter de l'éolien flottant. Elle regroupe un certain nombre d'acteurs de tout horizon et elle est, j'allais dire, plurielle. Alors après, il n'y a pas le citoyen lambda qui est présent, mais il est finalement en quelque part représenté par les membres de cette commission spécialisée éolien flottant. Cette commission spécialisée éolien flottant, dans son agenda 2022, elle se réunit la semaine prochaine, le jeudi 24 mars, et on a prévu effectivement, nous les services de l'État en charge du projet, eh bien de parler des suites du projet, de cette décision, et de voir dans quelle mesure on pourrait effectivement avoir un travail de collaboration avec la commission spécialisée éolien flottant pour récupérer un certain nombre d'attentes par rapport au cahier des charges dans le cadre des marges de manœuvre qui seront les nôtres. Mais ça nous paraît tout à fait judicieux et c'est quelque chose qu'on a tout à fait en tête. Voilà, j'espère que Monsieur Clauset, vous vouliez préciser. Oui, il y avait peut-être juste un point pour préciser quand vous dites, Madame Arditi, l'État et les industriels se mettent d'accord. Enfin, l'objet du dialogue concurrentiel, c'est de pouvoir avoir un retour de la part des industriels. Après, c'est l'État, à la fin, qui décide ce qu'il y a dans le cahier des charges. Et je peux vous garantir qu'il y a certaines fois des critères qui sont mis qui ne satisfont pas les industriels. Vous ne serez pas forcément d'accord, justement. Question dans la salle ou remarques, observations? On a le temps, hein, n'hésitez pas. Pas spécialement. Encore une personne en ligne. Oui, c'est encore moi, pardonnez-moi. Je confirme ce que disait M. Balland tout à l'heure. Effectivement, il y a des précédents, y compris avec le ministère de la Transition écologique, ou très récents, où effectivement, moyennant la signature de clauses de confidentialité, un travail a pu, jusqu'à une certaine mesure, être opéré, concernant le bruit éolien pour les éoliennes terrestres. Sur les éléments de qualité des charges, je m'arrêterai là. J'ai déjà formulé, je crois, dans le cadre des travaux de l'été dernier, des propositions très précises en matière de cahier des charges. Au nom de TLE, Occitanie Environnement. Elles doivent figurer dans le dossier quelque part, sinon je les transmettrai à qui de droit. On compte sur vous. Luc, est-ce qu'en ligne... Ah, j'ai une question dans la salle. Merci Thibaut Guimbretier, responsable du développement au sein de RWE Renouvelable. Moi, je m'interrogeais sur les offres des candidats. Est-ce que ce sera une offre commune aux 2 zones ou est-ce que l'offre sera précise pour chaque zone? Et en l'occurrence, est-ce qu'il peut y avoir 2 lauréats ou un lauréat commun? Est-ce qu'une réponse peut être sur uniquement une zone? Voilà. Comment tout ça va être articulé? Est-ce qu'on sait déjà tout ça, Monsieur Clauset? On ne sait pas tout ça, mais on se garde la possibilité d'avoir ces différentes options. Donc, il y a un certain nombre d'options que vous avez évoquées, qui a effectivement la possibilité de candidater individuellement sur un parc ou l'autre, la possibilité de candidater sur 2 parcs, avec éventuellement, ça arrive dans certains appels d'offres, la possibilité d'avoir, entre guillemets, une offre améliorée si on candidate sur les 2 parcs. Donc pour l'instant, ce n'est pas complètement décidé, mais les options sont ouvertes. Qui souhaite intervenir? Est-ce qu'en ligne, Luc, ou soit dans la messagerie, est-ce qu'il y a des commentaires, des choses à nous remonter? Oui, alors une question qui vient d'arriver. Pourriez-vous clarifier les délais entre la décision sur le choix des zones et le processus d'appel d'offres? Les résultats sur le choix des zones semblent arriver très tardivement pour permettre aux candidats de bâtir des offres. Je me souviens plus, Monsieur Clauset, si ça figurait un peu dans le calendrier, ça, dans la projection, la frise chronologique. Oui, la frise chronologique devait vraisemblablement être trop imprécise, en tout cas pour répondre à cette question. Donc globalement, à la fin du dialogue concurrentiel, une fois que le cahier des charges final est notifié, on laisse le temps aux candidats d'élaborer leurs offres. Donc effectivement, l'objectif, c'est que la zone soit déterminée suffisamment en amont pour que les offres des candidats puissent être bâties sérieusement. Donc aujourd'hui, j'ai pas un calendrier au mois près à vous donner, mais on laissera le temps suffisant et le nombre de mois suffisant entre la validation définitive de la seconde zone et le moment où il faudra remettre les offres pour que celles-ci puissent être correctement faites. Merci, Monsieur Clauset.
Ah, décidément, en ligne, on nous suit attentivement. Donc, 2 demandes d'intervention, c'est ça, Luc? Ouais. Oui, bonjour, Kevin Jean Roy, donc, pour Cité Monument, pour le TNE aussi, pour différents collectifs et associations. Voilà, c'était par rapport à une question un peu, j'extrapole un petit peu, mais c'était par rapport à l'hydrogène, parce qu'en fait, on a des gros projets d'hydrogène sur Port-la-Nouvelle, d'hydrogène par électrolyse, ce qu'on appelle l'hydrogène vert, je crois. Et donc, la question que je me posais, c'était est-ce que ces projets d'hydrogène de stockage et de production, est-ce qu'ils seront déjà mis en œuvre avant les parcs éoliens, ou est-ce qu'ils seront installés juste dans un second temps, après l'installation des premières éoliennes en mer? Et ensuite, encore une deuxième question qui est, bon, je siège au syndicat audois des énergies numériques, au comité, et puis c'est vrai que dans les commissions de transition énergétique, et souvent mes remarques sont qualifiées un peu de philosophiques, mais la question que je me pose, ce qu'on peut remarquer dans l'installation de l'éolien terrestre en zone rurale, c'est que souvent les municipalités qui installent des aérogénérateurs géants là, ou des grands parcs ont souvent eu beaucoup d'argent après, des retours donc, sur de l'argent pour faire vivre leur commune, mais souvent on se rend compte que ce qu'ils installent, c'est des choses qui consomment beaucoup d'énergie et d'électricité, comme par exemple les fameuses télévisions géantes ou les panneaux publicitaires géants pour faire soit de la publicité ou soit des annonces, etc. Donc ça, on se demande aussi, la question c'est un peu, c'est installer ces éoliennes en mer, oui, mais pourquoi et pour quel modèle en fait? C'est pour faire quoi avec ça? Si toute cette électricité produite, c'est pour surconsommer de l'électricité de moult manières, c'est sûr que d'un seul coup, ces éoliennes ne deviennent plus très écologiques ou bonnes pour le climat. C'est ma petite remarque ensuite. Merci. On l'a entendu. Nicolas Closset, le sous-directeur du système électrique et énergie renouvelable, a forcément peut-être la réponse sur cette question liée à l'hydrogène. Et puis la deuxième remarque de monsieur, est-ce qu'on construit tout ça pour surconsommer? Alors sur la deuxième question, je connais pas sur la première, je connais pas particulièrement les projets d'hydrogène en question, donc je laisserai mon voisin répondre peut-être juste après. Enfin, l'un de mes deux voisins répondre, je leur laisserai choisir qui. En revanche, un point, et ça répondra aussi, enfin je sais pas si ça répondra, mais en tout cas ça apportera un certain nombre d'éléments par rapport à la première intervention de monsieur là-dessous tout à l'heure. Quand on dit que l'électricité est largement décarbonée en France, oui, c'est un fait. On est probablement parmi les électricités les moins carbonées au monde. En tout cas, en Europe aussi, c'est certain. Ça repose essentiellement sur le fait qu'il y a 70% de notre électricité qui repose sur du nucléaire. Il y a 12% de notre électricité qui repose sur de l'hydroélectricité, qui a été construite il y a un certain nombre d'années maintenant. Et on a encore un résidu d'électricité produite à partir de fossiles. Donc si on raisonne uniquement sur le périmètre électricité, on pourrait se dire mais à quoi ça sert effectivement de produire de nouvelles capacités de production d'électricité décarbonée. Ça, c'est oublier qu'en fait, il y a 2/3 de nos consommations aujourd'hui qui sont à partir de fossiles. Parce qu'on ne consomme pas que de l'électricité. Pour remplir sa voiture, c'est pas de l'électricité que la majorité des gens mettent. Pour se chauffer, il y a un certain nombre de personnes qui se chauffent avec du pétrole, qui se chauffent avec du gaz. Et je crois que c'est d'autant plus prégnant depuis quelques semaines quand on regarde l'explosion du prix du gaz et de l'électricité. Donc se dire que parce qu'on a aujourd'hui une certaine capacité d'électricité décarbonée, il ne faut pas penser à l'avenir, c'est quand même assez réducteur. Si on veut viser la neutralité carbone, si on veut se préoccuper de la planète, il y a quand même des émissions de gaz à effet de serre à éviter. Ça veut dire sortir du pétrole, ça veut dire qu'il y a 2/3 de nos consommations qu'il faut changer. Et si on va avoir que de l'énergie et pas de l'électricité décarbonée, ça veut dire qu'il faut réfléchir soit aux bioénergies, soit à la chaleur renouvelable parmi les pompes à chaleur, soit à l'électricité. Et que si on a déjà l'objectif, en 2050, de baisser la consommation par 2, c'est-à-dire de consommer 2 fois moins, il faudra consommer plus d'électricité. Donc quoi qu'il arrive, si on décide de diviser notre consommation par 2, on aura une augmentation de l'électricité de 20 à 30%. Et quand on regarde notre parc de production aujourd'hui, on a des centrales nucléaires qui ont été construites dans les années 80. Elles étaient destinées initialement à fonctionner pendant 40 ans. Elles vont potentiellement fonctionner 50, 60 ans. Mais ça veut dire qu'en 2040, elles auront atteint leurs 60 ans. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, en 2050, le parc de production d'aujourd'hui n'existe plus. Donc ça veut dire qu'il faut déjà penser à remplacer le parc existant et en plus à être en mesure de produire 20% d'électricité en plus. Et il n'y a pas 50 solutions. Il y a soit du nucléaire, soit des énergies renouvelables.
Donc en fait, dire qu'on va attendre 20 ans pour construire des centrales, qu'elles soient éoliennes, qu'elles soient nucléaires, c'est juste oublier qu'il faut du temps pour les construire et qu'on a des enjeux climatiques à résoudre. Merci Monsieur Closset pour cette réponse claire et précise. Alors les voisins de Monsieur Closset ont-ils la réponse sur l'hydrogène? Oui, Monsieur Bonnet. Sur l'hydrogène, peut-être s'il y a un représentant de la région Occitanie, il sera mieux placé que moi. Vous voulez intervenir, monsieur, c'est ça? Je ne suis pas de la région Occitanie, mais de la Réal. Je ne sais pas si c'est la région, mais je peux quand même apporter quelques éclairages. C'est-à-dire que le projet hydrogène sur Port-la-Nouvelle fait l'objet d'un dépôt de dossier d'autorisation. Donc, il est déposé chez nous. Et pour moi, mais peut-être que ma collègue de la région pourra préciser, c'est à peu près à l'horizon 2025 que la mise en service est envisagée. Pardonnez-moi, madame, je ne vous avais pas vu. Non, mais merci. C'est bon? Oui, je confirme ce que dit mon collègue de l'Adréal. On est bien à l'horizon 2024-2025. Voilà, donc très en amont de la mise en service de ces deux parcs. Et peut-être je peux rajouter qu'à cet horizon-là, il est prévu une ferme pilote raccordée à Port-la-Nouvelle. Donc il y a bien un lien entre ce projet de production d'hydrogène et la ferme éolienne pilote de Port-la-Nouvelle. Je viens vers vous, monsieur, juste le temps de slalomer entre les chaises. Bonjour, Pierre Ivardi du WWF. J'ai une question de calendrier, évidemment. Donc, au-delà de la remarque que je partage sur la possibilité d'attendre le retour d'expérience des fermes pilotes, et donc j'ai deux autres questions. L'un sur une action du document stratégique de façade qui doit démarrer l'année prochaine. Je ne sais pas si vous maîtrisez les différentes actions du DSF, mais il y en a une qui porte sur un travail sur les impacts cumulés à l'échelle de la façade. Donc normalement, il y a des cartes, il va y avoir des productions qui nous permettront d'avoir une visibilité d'ensemble à l'échelle du golfe du Lion avec une vision impact cumulé. Donc ça pourrait être aussi très intéressant et même nécessaire de les avoir l'année prochaine, si je vous entends bien. Une deuxième travaux qui devrait aussi démarrer sous peu concerne les Natura 2000 en mer. Donc là, on est vraiment dans le secteur d'une zone Natura 2000 dédiée aux grands dauphins, qu'on appelle Natura 2000 Grands Dauphins du Golfe du Lion. Connaître le calendrier aussi de la désignation, mais au-delà de ça, des études d'incidence et écriture du DOCOB. Savoir aussi si ça correspondra. Merci. Donc, merci beaucoup. Sur ce document stratégique de façade, vous avez des éléments de réponse, c'est ça? Non? Monsieur Autric? Moi, je n'ai pas directement des éléments de réponse, puisque je ne suis pas en responsabilité sur la conduite du plan d'action du document stratégique de façade. Donc, je ne sais pas si on a des collègues des services de l'État. A-t-on un expert dans la salle qui pourrait donner quelques précisions, monsieur? Oui, Stéphane Perron de l'ADIRM. Donc, le document stratégique de façade, c'est 90 actions, donc je ne les connais pas toutes par cœur, mais en effet, c'est une des mesures qui a été retenue et qui est inscrite dans le document. Alors, chaque action a ensuite son calendrier de mise en œuvre, mais ce serait, je pense, une action importante lorsqu'elle pourra produire ses effets, qu'on pourra diffuser ces informations pour effectivement les partager et les prendre en compte. Et puis donc sur l'étude concernant les grands dauphins. La question de M. Hardy du WWF, c'était effectivement de connaître le calendrier d'élaboration de l'étude d'incidence et du document d'objectif de la zone Natura 2000. Donc là encore, malheureusement, je n'ai pas la réponse. Donc je ne sais pas si on a des collègues qui... Ah, on a peut-être l'OFD Quelqu'un qui serait en ligne, c'est ça? Et qui s'appelle... Est-ce que M. Pelletier nous entend? Et peut-il nous apporter cette précision? Monsieur Pelletier n'a pas l'air tout à fait d'avoir entendu notre question. Ce que je vous propose, c'est qu'en tous les cas, on l'enregistre et que la réponse, évidemment, vous soit apportée. Luc, tu me fais un signe si monsieur Pelletier se manifeste. Pendant ce temps, prenons d'autres questions, d'autres observations. On a encore un peu de temps, hein, n'hésitez pas. Oui. Oui, bonsoir. Je suis Carmen Batté, chargée de mission pêche professionnelle à l'Organisation de producteurs du Sud.
Concernant la suite des processus, je veux simplement préciser que nous, représentants de la pêche professionnelle, on restera pleinement attentifs et on souhaite être associés le plus souvent possible à la préparation des travaux, puisqu'au final, les zones retenues sont des zones très importantes pour la pêche, aussi bien en Occitanie et en PACA. Vous nous avez expliqué que vous avez souhaité exclure les zones qui représentaient plus de 80 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple, mais c'est oublier que la pêche est présente en réalité dans l'intégralité du golfe du Lion et qu'on peut donc s'interroger sur les effets de report des reports d'efforts de pêche qui pourraient survenir à la suite de l'implantation des éoliennes et qu'au final, on peut se demander s'il n'y a pas des risques de déstabilisation totale de la filière pêche en Occitanie, puisqu'elle doit déjà faire face à de nombreux enjeux sur la disponibilité de l'espace de travail en mer, qui proviennent tout simplement déjà de la géomorphologie du golfe du Lion, qui est un espace restreint pour l'ensemble de la pêche professionnelle. Et en plus de ça, la pêche fait déjà face à des réglementations pour la durabilité de son activité, pour les enjeux environnementaux, qui réduisent d'autant plus l'espace de travail des pêcheurs. Et donc, au final, il faut rappeler que les pêcheurs se posent toujours de nombreuses questions environnementales sur l'impact de ces fermes sur l'environnement dont ils dépendent pour la pratique de leur métier et qui vont voir s'installer dans leur zone de travail des industries qui vont venir peut-être perturber les efforts qu'ils font au quotidien pour améliorer leurs pratiques. Donc c'est pourquoi nous, on restera très attentifs et mobilisés dans la suite des discussions pour défendre au mieux les intérêts de la pêche professionnelle qui est quand même une activité essentielle pour la production alimentaire, la souveraineté alimentaire et une alimentation locale sur la région. Merci. Merci Madame, on a bien entendu à la fois vos inquiétudes et la mobilisation de votre profession. Est-ce qu'on peut rassurer Madame et donc la profession de la pêche par rapport à la suite du projet? Oui, Monsieur Autry. Peut-être rappeler qu'effectivement le développement de l'éolien pour nous ne pourra pas se faire, ne pourra se faire que dans le plus grand respect de l'environnement, qu'à travers l'observatoire de l'éolien en mer, on l'évoquait tout à l'heure, il pourrait y avoir des programmes d'acquisition de connaissances qui pourraient permettre de mobiliser à la fois le savoir existant sur l'impact sur la ressource halieutique, mais pourquoi pas de nouvelles études. Donc il faut vraiment en tout cas se saisir de cette opportunité, de la création de cet observatoire pour pouvoir faire des propositions. Donc j'évoquais tout à l'heure que le conseil scientifique de façade l'avait fait, mais on est tout à fait à l'écoute de ces propositions pour pouvoir justement à la fois acquérir de la connaissance sur les enjeux, mais également, et j'insiste beaucoup, l'Observatoire de l'éolien en mer, c'est également connaître les impacts sur la biodiversité marine et la ressource halieutique. Donc ça va dans le sens effectivement de vos préoccupations et qui sont également les nôtres. Donc on sera vigilant dans la poursuite de ces projets. Et puis rappeler qu'on est quand même sur un projet du temps long. Alors on a des ambitions effectivement plus importantes que les premiers parcs qui ont pu être attribués en 2010 en France et qui seront mis en service pour le premier en 2022, donc plus de 12 ans. Nous on ambitionne que ces parcs arrivent à l'horizon 2030, donc d'être un peu plus rapide, mais ça reste quand même du temps long, donc c'est à gérer dans la durée aussi avec l'évolution que pourra connaître le secteur de la pêche en Méditerranée. J'espère ne pas me tromper cette fois, Monsieur Molinaro. Je crois que vous avez souhaité intervenir et peut-être compléter évidemment les propos sur la pêche. Monsieur Molinaro. Oui, merci. C'est Molinero. Molinero, décidément. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, j'avais deux questions. Alors, un sujet a déjà été abordé et qui est très important pour nous, c'est l'hydrogène vert. Parce qu'au vu de la situation des navires par rapport à l'augmentation du prix du carburant, et surtout du renouvellement de la flotte de pêche. Donc, effectivement, il va falloir que nos navires se mettent à de nouvelles énergies si on veut pouvoir continuer à travailler sans énergie fossile. Voilà. Donc ça, c'était la première chose, mais enfin, vous y avez en partie répondu. Et de toute façon, on posera les questions au fur et à mesure de l'installation des éoliennes et surtout des usines de fabrication d'hydrogène. La deuxième question, c'était le comité. Je sais qu'il va y avoir des comités de suivi des fermes pilotes. Est-ce que vous pourriez nous donner des détails sur la composition de ces comités et leur calendrier, s'il vous plaît? Merci. Merci, Monsieur Molinero. Qui peut préciser les choses pour monsieur? Alors, sur les comités de suivi des fermes pilotes.
Moi, j'ai pas tout peut-être le up-to-date, j'allais dire, par rapport à ces éléments. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 2 comités de suivi qui ont déjà été mis en place en Occitanie. Donc ces comités de suivi sont gérés par les porteurs de projets, à la fois donc, les sociétés qui développent les parcs et RTE. Ils sont encadrés par un arrêté préfectoral du préfet de l'Aude de mémoire qui fixe leur fonctionnement. Et les services de l'État et un certain nombre d'acteurs, y compris du domaine de la pêche, en font partie. Ensuite, concernant le projet de ferme pilote au large de Fos-sur-Mer, le comité n'a pas encore été mis en place de mémoire, il est en train de se constituer. J'ai compris que concernant ce comité de suivi, il serait en fait un comité de suivi scientifique et pour le coup présidé par le préfet des Bouches-du-Rhône. Donc l'arrêté de constitution n'a pas encore été mis en place, mais il va l'être prochainement. Donc on peut retrouver des informations, je pense, sur la constitution précise de ces comités auprès des services de l'État ou des porteurs de projets directement pour les 2 parcs et notamment de la préfecture. Occitanie. Et de la préfecture pour la partie PACA. Merci. Questions, observations, commentaires en ligne? Je ne vois pas de main se lever. Profitez-en parce que comme Madame Joanneau le citait, je crois que c'est une réunion importante au terme d'un débat public, il l'a été tout autant. Écoutez, on va conclure cette réunion. Moi, j'ai retenu plusieurs dates, plusieurs échéances à venir prochainement. La publication de la décision au journal officiel, la publication assez imminente du rapport. Monsieur Balland, vous disiez le 6 avril, la nomination des garants. Et puis, un calendrier qui va se dérouler ainsi sur la durée du projet, des projets. Mesdames et messieurs qui nous suiviez en ligne, mesdames et messieurs qui nous suiviez dans cette salle, je vous remercie vivement d'avoir participé à cette réunion et je remercie en particulier Madame Joanneau, bien sûr. Vous, Monsieur le Président, Monsieur Balland, vous vouliez dire un dernier mot? Madame Joanneau, souhaitez-vous redire un mot? Est-ce que vous êtes toujours là? Non, visiblement non. Et donc, je vous salue, Monsieur Closset, Monsieur Bonnet, Monsieur Autrigue. Merci beaucoup pour vos explications claires et limpides. Merci, bonne soirée à tous.